Salut tout le monde, bienvenue à un épisode qui se voulait au départ un épisode en tête-à-tête avec un de mes membres Patreon parce que j'ai organisé une campagne de financement pour ma captation de show où il y a un forfait où tu pouvais acheter un podcast avec moi. Puis il y a plein de gens qui l'ont pris et les podcasts sont tous exclusifs au Patreon pour les membres Patreon. Puis c'est moi qui discute avec un des membres qui a acheté ça. Puis à date, c'est vraiment tout le temps super le fun. J'apprends à connaître plein de gens qui me supportent depuis un bon moment. Puis les gens sont fascinants. Tout le monde a une vie différentes, tout le monde a des connaissances différentes, puis j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça, découvrir la réalité de tout le monde, puis jaser avec eux autres. Fait que c'est des super beaux moments que même moi, je savais que ça allait être le fun, mais je savais pas à quel point ça allait être trippant de faire ça. Fait que j'ai fait des super belles rencontres à date. Et là, je viens de tourner un épisode avec Maxime Rousseau, qui est un des membres Patreon, qui est aussi un grand fan d'humour que j'ai rencontré dans plein de shows que j'ai fait. Et au départ, c'était dans ce forfait-là. C'était le podcast qu'on fait pour les membres Patreon. Et je sais qu'il travaille en aviation. Fait qu'on a commencé à parler de tout ça. Et on a tellement, j'ai tellement été en profondeur là-dedans, puis j'ai tellement posé plein de questions, puis on a tellement comme été un deep dive dans le truc que, à un moment donné dans l'épisode, j'ai fait ça, c'est un curieux rivard, là. Je peux pas ne pas sortir ça comme un curieux rivard. Fait que je me suis dit, c'est devenu un curieux rivard aviation. Il y a un petit segment où on va parler un peu du fait qu'il a été d'un cadet, mais sinon, vous allez apprendre un paquet d'affaires sur la construction d'un avion, comment ça fonctionne. Écoute, on a jasé plein d'affaires, les types de fuel, les boîtes noires, vraiment, là, en général, tout ce qui touche aux avions, en fait. C'est pour ça qu'on va appeler ça aviation en général. Ça va être ça le titre de l'épisode. Mais c'était une belle surprise. C'était comme juste, on jase. Puis Max, je le connais dans la vie. On s'est croisés quelques fois, on a jasé de plein d'affaires. Mais là, c'est la première fois que je parlais de sa job avec lui. Puis ça a tellement été intéressant que j'ai fait comme, OK, that's it. On transforme ça en curieux rivard. Puis c'est le genre de belle surprise que j'aime avec le carré de sable. C'est de juste y aller, commencer à jaser, puis avoir des belles surprises de même. Fait que enjoy l'épisode. Curieux rivard aviation en général. Pour ceux qui veulent s'abonner au Patreon, vous êtes les bienvenus. C'est sûr que ça aide beaucoup. Merci à ceux qui le font déjà, évidemment. Vous savez à quel point j'apprécie ça. Fait que sans plus tarder, amusez-vous avec l'épisode de Curieux Rivard avec Maxime Rousseau sur l'aviation en général. On va dire en général parce qu'on a vraiment fait le tour au complet. Merci beaucoup. Ciao. Yes, salut. Starté. Merci de faire ça. C'est dans le cadre, évidemment, du financement de ma captation. Je vendais des podcasts que tu peux faire avec moi. Puis je me suis dit que ce serait une bonne idée. Puis effectivement, il y a eu une belle réponse. Il y a plein de monde qui m'ont écrit et qui ont pris ce forfait-là, dont Max, que je connais depuis un bon moment, parce que t'es un féru d'humour. T'es un real. Je t'ai vu souvent, mettons, en show. Ouais, tu m'as vu souvent, puis tu m'as surtout vu partout. Genre, ouais. Tu sais, je te croise comme. Je suis en show à Québec, t'es là. Je suis en show à Thetford, à un moment donné, t'es là. Je suis en show à Montréal, t'es là. Je fais Chris, mon gars, t'es partout. Est-ce que t'es hot? Crime, j'ai un char, il roule. Ouais, non, j'adore ça. Mais je trouve ça cool parce que je sais que toi, tu consommes pas mal d'humour aussi, là. T'es un gros. Puis de podcast, puis tout ça, là. Fait que. Ouais, quand je suis revenu à Montréal, j'ai un peu divagué là-dessus. Là. Je pense que j'ai vu comme 250-300 shows dans l'année. Ah ouais? Tu sais, le ZooFest, c'est sûr que c'est comme 3-4 shows par soir, fait que ça augmente vite, mettons. Ouais, tu pognes ta passe, puis genre, après ça, tu te fais chier avec la réservation de billets, genre. Ouais, tu sais, ça, Minifest, le Mobilo, je les ai toutes faites, là, cette année-là. Là. Très nice. Toutes mes congés ont passé là-dedans. Tous tes congés, ouais, parce que correct, là, c'est un beau passe-temps. Puis les humoristes t'en remercient, tu nous fais payer nos loyers. On est bien contents. Mais ouais, il y a plein de sujets que j'avais le goût qu'on jase depuis moi parce que ça fait un bout que je te connais quand même. Je savais que tu travaillais en aviation. Il y a des affaires de même qui m'intéressaient parce que au début de la pandémie, bien évidemment, là, ils ont tout arrêté. Fait que toi, tu m'as dit genre, hey, là, moi, je pense que tu n'avais plus de job à cause de ça. Là. Ils ont comme. Ouais, au début de la pandémie, j'ai comme 85% de la population, j'étais chez nous, tu sais. Ouais. Après 2 mois, ils m'ont rappelé parce que là, c'était un retour graduel. Pour une compagnie manufacturière, c'était pas de problème, tu rentres full pin. OK. Parce que l'économie, c'est important. Ouais, finalement, ouais. L'économie, c'est bien important,
Surtout pour les millionnaires et les multimilliardaires. Ça, c'est bien important, tu sais. Ouais. Ouais, j'ai bien aimé le meme que j'ai vu passer qui disait, genre, à propos de l'aviation, ben, tu sais, si vous n'êtes pas capable d'être rentable en faisant ça, peut-être que vous devriez garder l'aviation comme hobby, tu sais. Ça devrait peut-être être juste ça, puis vous trouver une vraie job, tu sais. Ouais, c'est ça. J'étais comme le speech qu'on fait aux artistes tout le temps, là. T'es pas capable de gagner ta vie, tu sais. Oui. Peut-être que tu devrais faire ça juste comme passe-temps, hein, tu sais, avoir une ligne aérienne, puis... Ben oui. Ben, tu sais, there's a saying, en aviation, si tu veux être millionnaire, il faut que tu commences milliardaire. Ah ouais, c'est ça. Parce que c'est juste une dépense. C'est juste des dépenses par-dessus des dépenses. Ça a l'air d'une business fucked up. Toi, ta job, c'est quoi concrètement? Moi, dans le fond, je suis un technicien en maintenance d'aéronefs. OK. En anglais, ils disent Aircraft Maintenance Engineer, mais au Québec, je suis juste technicien. OK. T'es ingénieur en anglais puis t'es technicien en français. Ouais, c'est ça. OK. C'est juste le terme, en fait, qui a changé, mais théoriquement, j'ai pas un bac en ingénierie non plus, là, fait que OK. je suis pas ingénieur. Là. OK. Mais je suis technicien, en fait, sur l'avion. Je touche à tout ce qui est les systèmes d'essence, les systèmes hydrauliques, les systèmes de contrôle de vol. Tout ce qui est, en fait, tout ce qui est sur l'avion, je peux y toucher. Je peux travailler dessus. Sauf qu'il y a des affaires plus spécifiques qu'on va s'aider avec d'autres corps de métier. Par exemple, les avioniques sont plus spécialisés. Tout ce qui est électronique, électrique, les computers, tout ça. Okay. Les ordinateurs de bord, c'est eux autres qui vont être plus spécifiques pour ça. Okay. Les sheet metal, eux autres, c'est les métals en feuilles, tout ce qui est aluminium, la préparation les feuilles de tôle, tout ça, rifté, les highlights, tous les types d'attaches qu'eux autres font. Okay. On n'est pas aussi bon en tant que mécanicien pour le faire. On n'a pas la même formation tout à fait. On est capable d'en faire. Il y a genre des mais on n'est pas bon. OK. Fait que s'ils te le demandent, c'est parce qu'ils sont mal pris, genre. Ben, c'est que c'est des petites jobines, des petites braquettes de rien qui n'a pas de poids puis de support structural, mettons, dessus. Là. OK. Rien qui la structure primaire, ça, je vais laisser ça à un sheet metal, il connaît ça, puis il sait où est-ce qu'il s'en va, tu sais. OK. Puis est-ce que faut que tu aies quand tu embarques là-dedans, tu as une formation pour un seul avion? Non, au début, tu as une formation générale à l'école. OK. Moi, j'ai un deck, dans le fond. Je suis allé à l'ENA, ça Rive-Sud. C'est affilié avec Édouard Petit. OK. Puis dans le fond, tu passes 3 ans à apprendre en général tout sur les hélicos, les avions, au complet. Mm-hmm. Évidemment, tu sors de l'école, c'est pas grand-chose parce que tu as appris sur plein d'affaires en même temps. Mais c'est plein de petites affaires puis que tu fais tes connexions, tu sais. OK. Après ça, dans le futur, il y a... Tu sais, plus tu vieillis dans ce milieu-là, tu vas acquérir des connaissances, puis là, tu vas aller chercher une licence. OK. Comme moi, j'ai ma licence de mécanicien M2. Fait OK. que moi, je peux certifier des avions qui sont, selon Transport Canada, considérés M2. M2, c'est la grosse aviation, tout ce qui est les 737, Airbus 320, Airbus 330, okay. le nouveau Airbus 220 qui est la C-Series, dans le fond. Mm-hmm. Tous ces avions-là sont considérés M2. Mais je ne peux pas certifier un Cessna. Pourtant, j'ai passé 3 ans à travailler sur un Cessna, mais c'est pas la licence que j'ai. OK. Puis c'est quoi les licences? T'as M2, t'as... M1 et M2, c'est pour les deux types de mécaniciens. Petite mécanique puis grosse mécanique, mettons. Okay. Fait que Cessna, un Cessna, ce serait M1, genre? Ouais, c'est ça. OK. Puis tu as la licence sheet metal S, métal en feuille, puis la licence E, avionique. OK. C'est quoi la différence? L'avionique, ça, c'est l'électronique que tu me parlais tantôt, là? Ouais, c'est ça. Puis métal en feuille, c'est vraiment juste les grosses jobs de refaire une skin en bon français. Ouais. De l'avion au grand complet pour certifier ce job-là, des major repairs comme ça, on va prendre un licence S. OK. Mais quand il vient le temps de relisser l'avion, il faut que ce soit un mécanicien qui le fasse. De relisser, ça veut dire quoi, relisser? De relâcher l'avion pour dire elle est certifiable, elle peut aller en vol, okay. On étampe, puis on dit OK, ben je mets mon étampe pour dire
Tout ce qui s'est fait, c'est certifiable par Transport Canada, il n'y a pas de problème, elle peut aller voler. OK, Ça, c'est un release. mécanicien qui le fait. Okay, Ouais. j'avais entendu relisser comme s'il fallait le lisser, genre le sabler avec. Ouais, Mais mais genre, c'est release, mais ouais. release, OK, c'est bon, j'ai compris. Puis, fait que là, M1, M2, puis tout ce qui est. Y a-tu d'autres types d'appareils qui existent? Mettons, tout ce qui est militaire et tout ça, ça rentre dans une de ces deux classes-là? Militaire, c'est pas dans une classe parce que ça ne respecte pas la réglementation de l'aviation canadienne. Quoi? Le militaire, c'est une réglementation à part, c'est un monde à part. Fait que quand ils arrivent dans le civil, par exemple, quand ils prennent leur retraite, puis qu'ils reviennent dans le civil, ils n'ont pas de licence, ils n'ont pas rien. Mais ils ont un certain nombre de temps qui est valide pour aller chercher une licence éventuelle dans le civil. OK. Mais ils n'ont pas le droit de certifier un avion civil. C'est parce que eux autres, ce qu'ils ont connu, c'est des procédures militaires, c'est de la paperasse militaire, c'est tout du stock militaire. Voyons, le ministre de la Défense, c'est un autre domaine. OK. Puis leurs connaissances sont applicables. Sauf qu'il faut qu'ils repartent Ouais, pas c'est à juste une zéro. adaptation. C'est juste une OK, c'est ça. adaptation. Fait qu'il Parce que faut pas qu'ils se tapent genre 3 ans d'études pour pouvoir aller dans le privé après ça. Là. non, parce que les études, c'est correct. Sauf que pour aller chercher ma licence, par exemple, il faut que je fasse 4 ans dans le civil. 4 ans comme mécanicien. OK. 49 mois, 48 mois, c'est-à-dire dans le civil. Puis là-dessus, tu as 19 mois qui est crédité parce que je suis allé à l'École nationale d'aérotechnique. OK. Puis que j'ai eu une certaine moyenne dans mes cours. OK. Fait que il te reste encore 30 mois à peu près, give or take, pour apprendre la job. Il faut aussi que tu fasses un logbook, il faut aussi que tu fasses. Tu as plusieurs étapes. Ils OK. font juste pas te donner une licence parce que tu as le goût, tu sais. OK. Faut que tu c'est un achievement, là. Puis les militaires, ils ont-tu quelque chose, ils ont-tu comme une longueur d'avance là-dessus? Toi, ça a été crédité parce que tu as fait l'école, eux autres, ils ont-tu un crédit aussi? Eux autres, ils ont du temps crédité, mais il y a quand même le logbook à faire. OK. Fait que le logbook, c'est quand même beaucoup de temps. C'est dans le fond, c'est chacune des tâches de maintenance que tu fais, il faut que tu l'écrives dans un logbook, un journal de bord, puis qu'un mécanicien certifie, lui, de l'approuve. OK. Comme quoi que tu as fait la job, tu l'as bien fait, tu n'as pas besoin de personne par-dessus ton épaule pour checker. Lui, il va l'approuver. OK. Fait qu'il faut quelqu'un passe par-dessus toi. Fait que Ouais, c'est ça. toi, t'es pas mal pas le boss, mais la dernière personne qui approuve tout dans la chaîne, là, tu sais, avec les métal, comment tu l'as nommé? Pas Métal en feuille, puis ouais, métal en feuille. l'avionique, ouais. C'est ça. Fait que toi, t'es le gars qui va repasser par-dessus ça pour faire OK, c'est beau, c'est clean, il peut voler cet avion-là. Théoriquement, oui, mais pas encore, parce que j'ai pas de cours type. Ça, c'est une autre affaire. OK. Dans la M1, quand tu as ta licence M1, tu peux tout certifier. C'est de la M1, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais quand tu travailles pour une compagnie, un organisme de maintenance agréé, il te faut un ACA, un Aircraft Certification Authority. Puis cet ACA-là, en fait, tu l'as par la compagnie. La compagnie va te le donner. Fait qu'il faut que tu leur prouves, dans le fond, que tu es capable de certifier ta job, de certifier la job des autres, etc. OK. Puis une des façons de prouver dans la M2, c'est d'avoir ton cours type. Donc, un cours type sur un 737, un cours type sur des Airbus 320, 220, peu importe. Comme là, en ce moment, je travaille sur le Global, je travaille sur le Challenger. Bon, ben, il me faut le cours type de cet avion-là. Okay. En ce moment, je n'ai pas de cours type, je viens juste d'obtenir ma licence. Okay. Je suis encore au. Je suis quasiment là. OK, je comprends. Hey, là, la certification par avion que je parlais tantôt. Là. Ouais, c'est ça. Puis lui, il prend de toute façon. L'ACA, lui, dans le fond, il prend la responsabilité de tout l'avion. Peu importe ce qui arrive, c'est de sa faute. Wow. Ouais, fait que c'est une grosse responsabilité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de procédural en arrière pour s'assurer qu'il n'y a pas juste une paire de yeux qui est allé checker des contrôles de vol, par exemple. Ouais. Okay. C'est du stock primaire, on est 2, puis 3, puis 4 des fois à aller passer, puis à vérifier, s'assurer que tout est dans le bon ordre, tout est bien monté, pour justement éviter que la personne qui signe. Oups, ça l'a gelé.
On t'a perdu pendant 5 secondes. Ouais, c'est ça. C'est mon fil d'Internet qui a déplugué de mon ordi. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de stress. Fait que tu dis que, dans le fond, c'est 3-4 personnes pour regarder pour s'assurer que c'est conforme, parce que sinon, c'est elle qui va l'avoir. Ben, c'est ça. Tu veux pas qu'il y ait une personne qui mange la merde pour tout l'avion, puis que après ça, on fouille des papiers, puis finalement, il y a personne qui a signé ce qu'il a fait comme job. Ben là, ah merde, ça veut dire que c'est lui qui prend tout le blâme, tandis que c'est peut-être moi, c'est peut-être l'autre. OK. On veut pas ça. Dans le fond, ça fait que on dit que l'OCA, c'est lui qui prend la responsabilité, mais il y a quand même une paperasse en arrière que, moi, je signe des affaires, mes collègues signent des affaires. Même s'ils n'ont pas d'autorité sur l'avion, c'est quand même une paperasse interne qu'on utilise pour se backer quand même. OK, je comprends. Puis quand tu travailles là-dedans, tu es engagé par les constructeurs, dans le fond. C'est-tu la seule place? Tu peux être engagé par des manufacturiers, tu peux être engagé par des écoles de pilotage, Okay. tu peux être engagé par des centres d'overhaul, des centres de remise à neuf qu'ils appellent, par exemple à Trois-Rivières ou à Québec, ou même à Mirabel, il y en a aussi. Tu peux être engagé pour faire de la maintenance de ligne, par exemple par les lignes aériennes, Air Canada, Transat, tout ça. OK. Ah, parce qu'eux autres, ils ont déjà acheté l'avion. Fait qu'à partir de là, c'est leur responsabilité de s'assurer qu'il est correct. Exact. OK. Chaque avion qui est opéré, c'est la responsabilité de l'opérateur. OK. Donc, il y a plusieurs instances de direction, puis tout ça. Tu sais, tu as opérateur, maintenance, tout ça. Mais ça se rejoint tout à un certain niveau pour dire, ben, la responsabilité de l'avion, c'est mettons, en vol, c'est le pilote qui prend le blâme, mais le responsable final, c'est le propriétaire de l'avion. Tu sais, c'est l'opérateur de l'avion. Sauf que si l'opérateur, c'était pas de sa faute, tu sais, c'est la faute de la maintenance, ça arrive, là, je veux dire, on est tous humains. Pour quelconque incident, quoi que ce soit, ben là, ils vont aller fouiller dans paperasse pour aller fouiller, mais pour aller voir c'est qui pour plus que ça se reproduise. C'est jamais pour blâmer quelqu'un. C'est pour pas reproduire l'erreur. Exact. Okay. Je pense par exemple à mettons, il y a un avion que le windshield avait sorti en vol parce qu'il avait pas mis les bonnes vis. En fait, il était trop courtes. Oh shit. Ben là, ça s'est passé le mot dans tous les organismes de maintenance au Canada et aux États-Unis pour pas que ça se reproduise. OK. C'est plate à dire, mais la réglementation aérienne est écrite avec le sang des blessés puis des morts que ça a fait. Là. Ouais. Dans le fond, il faut que tu apprennes des erreurs des autres. Là. Exact. Là, tu veux pas que ça se reproduise sur toi aussi. Puis ça, un windshield qui part en plein vol, il se passe quoi, là? Ben, étonnamment, il y en a qui ont survécu. Là, il y en a un qui avait survécu. Il avait été retenu par le copilote à la base. Puis finalement, c'est l'agent de bord qui est venu le rejoindre pour le retenir pendant que le copilote volait l'avion. C'est assez spécial, ouais. il y a bien des histoires de crash là, à la Mayday, tout ça, qu'on peut voir sur Internet. Là. Ouais. Il y a aussi un avion qui s'est, excuse-moi le terme, là, dézippé en vol. Là. Aloha Airlines, mon Dieu, je me souviens plus du numéro. Je pense que c'est 273. C'est la skin, en fait, la peau de l'avion, si on veut, elle s'est rouverte en vol au complet, tout le dessus. OK. Il y a juste eu une personne qui est morte. Mais comment? Elle est morte? Elle est expulsée. OK, elle a fait... Ben, parce que tu as la différence de pression qui est beaucoup trop énorme. Ouais. On s'entend que tu passes à l'extérieur à 30 000 pieds, il fait quoi? 4 PSI dehors. Ici au sol, à Montréal, tu as 14,5, 14,7 PSI de moyenne. Fait que tu as quand même 10 PSI, 10 livres par pouce carré. De pression. C'est de la force en tabarouette. Là. C'est ça. Puis si t'ouvres, puis le principe, c'est que si t'ouvres, mettons, un trou dans un avion comme ça, étant donné que l'extérieur, l'intérieur veut combler l'extérieur parce qu'il en manque, si on veut. La haute pression va combler la basse pression, ouais. C'est ça. OK.
C'est éjecté. Elle est morte éjectée, c'était un agent de bord, mais le reste, c'était juste des blessures mineures, étonnamment. Pas plus de blessés que ça. Ils ont été chanceux, mais ils ont trouvé que c'était dû au stress puis à la corrosion des rivets. Fait que depuis ce temps-là, ils ont inventé, en fait, les centres d'overhaul. Ça vient de cette époque-là. Là. OK, les overalls, ça, c'est ce les que overalls, en fond, c'est qu'ils prennent l'avion. C'est remise à neuf, ça que tu me disais tantôt? Ouais, ils disent remise à neuf, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est le terme overall en anglais. Ils prennent l'avion, ils enlèvent tout l'intérieur, les bancs, les trucs de plastique, tout ça, le cheapette là-dedans. Là. Mm-hmm. Ils strippent tout ça. Ils sortent les tapis. On inspecte les planchers, on inspecte les seat tracks pour s'assurer qu'il n'y ait pas de corrosion. On inspecte tout le rivetage à la grandeur de l'avion pour s'assurer qu'il n'y ait pas de corrosion, qu'il n'y ait pas de stress. On fait de l'inspection mon Dieu. NDT. Non-Destructive Testing. Okay. De l'inspection non destructive. Ouais. Dans le fond, qui est d'inspecter sans avoir à ouvrir le matériel. Mm-hmm. Fait qu'avec soit des rayons X, des ultrasons, peu importe, pour aller voir à l'intérieur, voir qu'il n'y ait pas de stress. Okay. C'est tout à ce moment-là que ça se produit dans des C-checks, des D-checks qu'ils appellent. C'est dans le fond, on rouvre l'avion, on s'assure que tout est parfait. Maintenant, ça se fait à tous les 2 ans en moyenne. Par sur avion? Les avions. Ouais. OK. Fait qu'il faut les envoyer là, genre pour checker que tout est beau et qu'il n'y aura pas de mal. Ouais. Il y a des dates calendrier. Il y a 3 types de calendrier de maintenance, mais il y a 3 trucs à considérer dans un calendrier de maintenance. Il y a les dates calendrier, comme je te dis, aux 2 ans. Mm-hmm. Il y a les cycles de l'avion. Par exemple, un cycle, c'est quand que l'avion quitte le sol et l'avion touche le sol. OK. Parce qu'à ce moment-là, là, tu as un cycle du train d'atterrissage qui va monter et descendre. Mm-hmm. Tu as un cycle moteur les moteurs vont éventuellement s'arrêter. Mais tu as aussi un cycle de pressurisation. La pressurisation cabine qui va se faire. Donc, c'est tous ces cycles-là qu'on considère. Tu as aussi les heures de la machine, les heures de vol de la machine. Okay. Donc, tout ça est considéré pour les inspections, pour s'assurer qu'on ne manque rien et qu'on vérifie tout. Fait qu'à tous les 2 ans, mettons, voilà 2 ans, j'ai checké telle partie. Bon, ben, dans 2 ans, ça va pas être telle partie, ça va être telle autre partie. Okay. C'est comme un cycle. Je comprends. C'est hot pareil. Puis, y a-tu des avions que toi, tu. Avec ton expérience. Ben, j'ai 2 questions, en fait, j'en ai plus que 2, là, mais il y en a une, c'est toi, tu vas en ligne, puis tu peux aller sur des forums, puis lire des affaires, ces avions que toi, tu comprends, mais que personne d'autre comprend parce que toi, t'as le langage. Là. La classique photo que tu vois un gars mettre du tape d'aluminium, du bon vieux tape gris, sur le côté de la nacelle moteur. Là, le monde, oh mon Dieu, elle tient pas juste avec ça, mon Dieu, puis il stresse. Mais non, elle tient pas avec du tape. C'est juste parce que la peinture est maganée. Fait que pour que l'air ait une belle surface, ben, tu vas mettre du tape pour que l'air frotte sur le tape au lieu de frotter dans quelque chose de vaseux comme de la peinture chippée. Là. Ouais, je comprends. OK. Mais là, le monde capote. À l'œil de tout le monde, c'est dramatique, mais nous autres, on comprend le fonctionnement derrière. OK. Ah, c'est que c'est hot. Puis l'autre affaire, je voulais savoir, tu as sûrement, tu sais, quand tu travailles là-dedans, tout ce qui est tu sais, quand ils font un crash, puis que là, ils ouvrent les portes, puis là, ils déballent une petite glissade là, orange. Là. Oui. Ça, tu l'as-tu déjà essayé? Je l'ai déjà vu en live péter. Oh shit! Ça sort sur un méchant temps. OK. Parce que quand je travaillais chez Première Aviation à Trois-Rivières, un des tests qu'on faisait, c'était d'en faire péter un des 4 qu'on a dans l'avion, des 4 ou 5 qu'on a dans l'avion, pour s'assurer que tout est beau, tout ça. Mais c'est comme un coup de gun dans un hangar, là, tu sais, je veux dire, ça résonne. Là. Ah ouais. Ça déploie d'une traite, là. Ah, c'est fucked up. Fait que là, tu peux pas l'essayer, tu peux pas, genre, tu descends pas.
Non, ben c'était juste vraiment pour l'essai technique. Mais c'est qu'une personne est en train de le faire pendant que toi, tu fais autre chose. Moi, c'est juste à donner un crise de coup de me relever, puis c'est déjà rendu à terre. Là. Ouais, là, tu peux pas avoir personne qui est dans ce coin-là parce que. Non, c'est délimité, CSST, puis tout ça s'occupe de ça, mon chum. Ah ouais, c'est ça. Parce que ça, quand ça doit être une plaque qui est devant, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Là. Non, c'est juste qu'on délimite le terrain pour s'assurer que personne marche proche de là. Il y a quelqu'un en bas avec un walkie-talkie, une personne en haut qui va ouvrir la porte. OK. Puis dans le fond, c'est juste un enclenchement dans la porte que tu mets avant d'ouvrir la porte. C'est ce que les agents de bord, en fait, ils font avant de fermer. Quand ils ferment la porte d'un avion commercial, ils enclenchent ça en fermant la porte. Comme ça, si la porte rouvre, ben il y a ça qui sort. OK. Fait que c'est pas derrière une plaque de métal qui fait que. Ou c'est pas contenu dans quelque chose qui va revoler quand ça va péter. Là. Qu'il faut Non, pas que non, mais c'est comme un airbag. Là, c'est un endroit spécifique. Là. OK. OK. Ah, c'est fucked up. Puis toi, ben là, j'imagine la star, on l'apprend plus, là, mais quand tu prenais l'avion, t'es-tu super zen? Vu que tu connais ça? Oui. Ben, surtout les avions canadiennes, je sens que les avions canadiens sont nettement plus sécuritaires que certains autres avions, par exemple nos collègues américains. Ah ouais, hein? Ben, c'est parce que nos collègues américains ont une différente façon de voir la maintenance OK. et de voir aussi le pilotage d'avion. Par exemple, ici au Canada, on a les duty time, qu'aux États-Unis, ça a pris beaucoup de temps à avoir. C'est que les pilotes ont juste le droit d'un certain montant d'heures dans leur journée au réveil à job. Là. OK. Aux States, les gars partaient, mettons, de Plattsburgh, puis ils s'en allaient en Floride. Ils prenaient l'autobus, ils revenaient, puis ils reprenaient l'avion, puis ils faisaient des cycles de même sans jamais vraiment dormir à la maison. OK. Fait que là, ça fait que tes travailleurs sont beaucoup trop brûlés pour chauffer un avion. Ouais. Fait que, ouais. Ça, puis des problèmes de maintenance qu'on a vu souvent aux États-Unis, comme justement, je te disais, celle qui s'est dissipée en vol, ben c'était Aloha Airlines, c'était une compagnie à Hawaï. OK. Qui faisait il y avait ça du saute-mouton, là, en fait, là, entre les îles. OK. Fait que c'est tout le temps du up and down. On avait beaucoup de cycles, mais pas beaucoup d'heures. Ouais, puis c'est des petits vols. Ouais. Exact. C'est comme si je faisais du Montréal à Toronto tout le temps. Ouais, OK. Ah, puis y a-tu des places que, genre, justement, ou des compagnies qui sont reconnues pour les mauvaises raisons en termes de sécurité? Normalement, ces compagnies-là ne t'offrent pas ben longtemps. Parce que c'est ça, tu peux pas cacher ça au public quand il y a des problèmes de même, tout le monde est au courant. Non seulement ça, mais t'as le bureau de la sécurité du transport qui va les fermer, t'as Transport Canada qui va les fermer. Il y a plusieurs audits qui sont faits par différentes compagnies aussi qui peuvent te mettre la clé dans la porte à cause de ça. Là. OK, fait que tu peux pas niaiser avec ça. Là. Non, c'est ça. Puis la sécurité des vols, surtout au Canada, est quand même excellente, malgré ce qu'on a vu avec Air Saguenay et les Beavers il y a une couple d'années, il y a 2 étés. Je me rappelle pas. Ben, en fait, c'est juste qu'il y a eu dans la même année, il y a eu 4 crashs du même type d'avion. OK. Des avions sur flotte, donc des avions de brousse, de la bouche. Des hydravions, c'est ça? Des hydravions, ouais. OK. Fait qu'il y a beaucoup de craintes qui s'est faites par rapport à ça. Les assurances ont énormément augmenté, tout augmenté en aviation à cause de ça. Cette année-là, Transport Canada a augmenté les audits dans les compagnies aussi. Ça a été assez rock'n'roll. Puis à chaque fois qu'il y a un crash d'avion, comme on a vu le journaliste, aux îles de la Madeleine. Aux îles de la Madeleine, ouais, c'est ça, ouais. Avec le propriétaire de la compagnie à Saint-Hubert qui sont décédés malheureusement. Il y a eu, à chaque fois qu'il y a un crash, en fait, ben souvent on va en entendre parler des médias de nos jours. Là.
Ouais. Je dis pas, il y a 30 ans, peut-être qu'on entendait moins parler, mais là, maintenant, c'est beaucoup plus présent sur la sphère médiatique. Fait que ça fait aussi que la crainte du monde est là. Donc, les assurances augmentent, donc les prix augmentent, donc tout augmente. Fait que ça vient balancer aussi. Là. Ouais, mais pour avoir pris un avion, moi qui allais aux îles, justement, c'est assez stressant l'atterrissage là-bas. Là. Les îles, c'est un caractère bien particulier, ça a l'air, selon les pilotes. Là. Hey, c'est weird. Pour vrai, moi, là, j'ai eu l'impression qu'on a atterri de côté sur le break-à-bras. Là. Genre, disant pour vrai, là, j'étais avec François Bouliane, ça fait peut-être, je sais pas, 8 ans. Là, on est allé faire un show là-bas, puis man, ça brasse en arrivant, puis on est comme sac, ça brasse donc bien ici. Puis là, on voit l'avion qui se tasse, comme il se met pas perpendiculaire, mais quasiment à 45 degrés. Puis sauf que la piste est droite, là. La piste est là, mais t'atterris comme ça. Ouais, t'atterris en 45 de même, pas un moment donné, là, il appelle ça faire du crabe. Ah, c'est ça? Ouais, en fait, tu te places tu te places le nez dans le vent pour, à la dernière minute, remettre ton nez dans le vent puis atterrir. Lever le nez puis atterrir tranquillement. Mais comme ça te permet de continuer ton atterrissage puis concentrer sur ton atterrissage sans avoir de faire tout le temps des corrections à cause du vent. OK. Ouais, c'est fucked up à vivre, là. Ouais. J'avais jamais vécu ça. J'étais comme, pourquoi qu'on est croche puis la piste est droite? Mais tu sais, moi, j'ai fait de la petite aviation pas mal, fait que ça m'aide aussi à moins stresser dans la grosse. Ouais, mais t'as piloté, toi? T'as-tu piloté déjà? Ouais, j'ai mon pilote privé que je cherchais avec les cadets. Wow! Gratis, payé par le contribuable moyen. Ah ouais, hein? Les cadets, je savais même pas. Moi, j'étais dans les scouts. Les cadets, c'était comme la coche au-dessus, mais dans ma tête, c'était comme nous autres, mais eux autres, ils tiraient du gun. Là, ben, c'est que t'as différents cadets. T'as des cadets pour la marine, l'armée de terre, puis l'air. OK. Moi, je suis un cadet de l'air, puis une des options de camp d'été, quand t'as 16, puis 17, puis 18 ans, ben, c'est d'aller faire ton cours de pilotage planeur, puis ton cours de pilotage privé. OK. Fait que moi, je suis allé chercher mon planeur puis mon privé. J'ai déjà piloté sur un avion, pas de moteur. Tabarnak. Ça, là, ça doit être stressant. Là. Puis j'ai eu ma licence avant même d'avoir mon permis de char. Fait que j'avais le droit de chauffer à 98 000 à l'heure. Dans les airs, pas de moteur. Mais je pouvais pas chauffer un char à 10 km/h sur le bord de la rue. C'est hot. Tu viens de me faire penser, j'ai une paire de lunettes d'un pilote de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un pilote anglais. Mon grand-père travaillait justement... le père à mon grand-père faisait de la maintenance sur des avions. Puis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y avait un pilote anglais qui avait donné ses Ray-Ban. Des grosses foutues Ray-Ban, là, ouais. Ouais, c'était des Ray-Ban wow. avec les trucs sur le côté. Puis une affaire qui va derrière l'oreille, là, puis qui... c'est comme... C'est soudé à l'étain, là. Ouais. Ah ouais, c'est vintage. J'ai juste là, je pourrais te montrer si tu veux. Faudrait que j'ai spot vite, là. Mais, ben, je vais aller chercher vite. Vous pouvez choisir pause, hein, pas de Ah ouais, ok. Bon, ça n'a pas été long, c'est bon. Ça me permet de me resservir de l'eau. Ça, j'allais dire, j'aurais peut-être même pas de besoin de couper dans le montage. Ouais, c'est ça, c'est une vieille paire de Ray-Ban. Ah, tabarouette. Dans l'étui original. Ouais. Ça ressemble à ça. Oh, tabarouette. Ouais. Eh, boy. Ça date de la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, l'espèce de... Ce qu'il y a sur le top, là, c'est comme une espèce de... C'est tout craqué, là, mais je pense que c'était comme de la résine. Ouais, je pense que ouais. Puis il a soudé le bout, en fait, pour qu'il tienne mieux, probablement, avec ses écouteurs de pilote ou whatever. Là. Ouais, exactement. Je sais que la caméra focus dessus, là. Mais, c'est ça, on le voit mieux, là. C'est tout soudé, puis... Parce que normalement, ils sont droites à peu près. Mais là, il s'est fait de quoi pour vraiment les tenir l'oreille, là. Exact. C'est un pilote anglais qui a donné ça pendant la guerre, puis il a passé ça à son fils, qui a passé ça à mon père, qui m'a donné ça. Puis... Tabarouette, hein? Ça a de l'histoire.
Ah ouais, mais je pense pas que ça vaut pas grand-chose, mais je veux dire, c'est quand même... Tu serais étonné. Ah ouais, hein? Tu serais étonné. Du stock vintage puis antique, pour les collecteurs, ça vaut très cher. Ah, j'imagine, quand t'es passionné par ces histoires-là et ces affaires-là, tu sais, moi, j'avais acheté quand j'étais allé faire une tournée maintenant en Europe, j'ai acheté il y avait un marché, genre, avec des marchés aux puces, puis j'ai acheté un canif de marin, un couteau de marin, en OK. fait, de la marine belge, genre des années 50, 60. J'ai trouvé ça, je l'ai acheté à mon père, puis genre, parce que mon père, il a un voilier, puis Ben oui. c'est un tripeux de bateau, là. Fait que là, il a son vieux couteau de marin. Genre, je sais pas Ça qui fait s'est tellement servi de ça. classe en plus, là. Ouais, je trouvais ça cool. Tu sais, je trouvais que c'était un cadeau nice à acheter à mon père. Genre de. Ah, clairement, là. Avec des vieux mémorabilia. Je sais pas comment le dire ce mot-là. Mais ça. Je pense que c'est ça, Ouais, là. c'est ça. Mais ouais, mais c'est fucked up parce que je me dis, comment tu. C'est-tu les cadets qui t'ont donné le goût de travailler là-dedans? C'est quoi? Ou depuis que t'es petit, toi, parce qu'on a tous trippé ces avions, là. On avait tous des Ouais, avions mais qu'on faisait. certains plus que d'autres, là. Moi, mon grand-père m'emmenait voler, j'avais même pas 2 ans. Ah, ok, c'est ça, t'es né dedans, là. Moi, mon grand-père, en fait, travaillait dans les mines dans le Nord. Puis, il y avait des deals pour les compagnies aériennes quand il descendait. Lui, il habite en Abitibi. Quand il descendait à Montréal, ça coûtait pas si cher que ça de descendre en avion. OK. Fait que ce qu'il faisait, c'est qu'il descendait en avion à Montréal. Puis moi, j'embarquais sur le chemin du retour avec lui. Mes parents venaient me chercher 2 semaines plus tard, quoi de même. OK. Puisqu'en bas de 2 ans, je payais on payait 0$ dans ce temps-là. Là. Mhm. Puis aussi, dans ce temps-là, je pouvais visiter le cockpit. Fait que j'avais déjà visité le cockpit avant même de. Je m'en souviens à peine, là, évidemment. Là. Ouais. Mais je me souviens que mon grand-père m'a déjà fait faire ça avec le pilote, puis peut-être répondre à mes questions d'enfant de 2 ans. Là, je veux dire, c'était des questions innocentes. Là. Oh, Mais... ouais. C'est bien cute. Fait que, y a ça, puis après ça, dans les cadets de l'air, mon cousin m'a fait un TEPA game de venir dans les cadets avec moi parce qu'il cherchait quelqu'un pour endurer un peu plus ça, parce que c'est quand même rough. Puis j'ai fait, ben go, puis elle m'a embarqué avec toi. Finalement, je l'ai dépassé en grade, il a fini par lâcher, il était juste tanné de toute façon à cette époque-là. Ouais. Puis finalement, je me suis rendu, il appelle ça le Judan 1 d'un cadet. Ben, c'est là que j'avais rencontré Jean-Michel, qu'on jasait l'autre jour sur Twitch. Ouais. C'est drôle, ça. J'aime ça quand le monde font « Hey, je te connais! » Ben oui, le monde est petit. Ouais, je trouve ça cool. Mais les cadets, comment ça fonctionne? C'est pas tout le temps, là. C'est genre la fin de semaine, puis pendant... c'est une fois semaine, ça peut être la fin de semaine, ça peut être dans la semaine, ça dépend de chaque escadron ou chaque secteur, disons. OK. C'est comme moi, je suis à l'escadron de Saint-Eustache, mais t'as un escadron qui était à Sainte-Thérèse, t'en as plein à Montréal, t'en as un peu partout. À Saint-Eustache, j'imagine qu'ils sont faciles à reconnaître. Là. Les avions sont plein de couleurs, puis sont montés, puis ils ont des gros On n'avait pas d'avion, on n'est pas si riche que ça. Ils ont des néons en dessous, évidemment. Ouais, les cadets douches. Oh, Colin. On faisait du drag race avec. Du drag d'avion. Juste faire des donuts dans le ciel. Au-dessus des Walmart, parce que c'est là que tu fais des donuts. Of course. Ouais. Fait que c'est divisé par secteur ou région. Fait que c'est une fois par semaine, tu te pointes là, puis tu fais quoi exactement? Ben, tu sais, comme nous autres, c'était le samedi. Ben, le samedi matin, on se pointait là à 8h. Puis oui, à dos, je me levais à 7h la fin de semaine, pas de trouble. Ah ouais. Je me levais même... Il y a des soirs que je travaillais la veille, je finissais à comme minuit, puis le lendemain, je recommençais à 6h, 7h pour les cadets, puis en tout cas. Fait qu'on se pointe là à 8h. On a une journée d'instruction, en fait. OK. Donc, on donne des cours aux jeunes
aux plus jeunes que nous autres, ou si t'es plus jeune, ben, tu reçois des cours. On avait des cours dans ce temps-là, je ne sais pas s'il y a encore ces cours-là, histoire de la guerre au Canada. OK. Donc, la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée, toutes les guerres armées qu'on a faites, qu'on a envoyé des soldats au front. On avait aussi tout ce qui est organisation cadette, l'histoire un peu des cadets. Okay. On avait l'aviation, des cours d'aviation de base. C'est quoi un avion, c'est quoi un aileron, c'est quoi un volet hyper sustentateur. C'est des termes spécifiques comme ça. Carrément. Puis t'as quel âge à ce moment-là? J'avais 12, 13 ans, 14 ans. OK. On avait des cours de survie en forêt. Comme moi, à 14 ans, ils m'ont mis tout seul dans le bois avec un autre gars. On était deux, puis on était 3 jours dans le bois. C'était un duo qui appelle. OK. Fait qu'ils t'oublient 3 jours dans le bois, ils viennent te rechercher après 3 jours, t'as survécu, ouais, bonne journée, puis on avait des petites tâches à faire, tout ça, pour se tenir occupé de pour pas virer fou. Ouais. Puis aussi pour voir si on était capable de survivre plus longtemps. T'sais, on est-tu capable de faire des trappes, des petites trappes avec du fil à pêche, des affaires de même. OK. Des fils de laiton pour pogner des écureuils, des lapins, quoi que ce soit. C'est la trappe, excuse-moi de te couper, mais la trappe, c'est-tu genre le modèle que tu trouves un arbre, mettons, qui est en Y, là? Tu trouves 2 petites branches, ou deux troncs collés un à côté de l'autre. Là, t'enroules du fil de pêche autour des deux. Tu prends une branche avec un petit pic au bout, mettons, que tu casserais. Ouais, là, t'enroules ça autour pour créer comme une tension, puis tu mets un petit bout de bois pour le bloquer, puis aussitôt qu'il y a un animal qui se pointe, ça fait un tour sur lui-même, puis ça le pique, là. Ben, une des façons les plus simples de le faire, c'est avec un collet. OK. C'est-à-dire, c'est juste du fil de laiton, du fil à pêche. Je peux faire ça, en fait, c'est un nœud coulant, finalement. OK. Quand il rentre là-dedans, ça serre. OK. Puis, tu te pognes une traque où est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup d'allers-retours de lapins ou d'écureuils, soit avec de la merde ou quoi que ce soit qui passe souvent là. Puis, tu fais une espèce de triangle qui tranquillement referme pour aller chercher ton collet en plein milieu, que c'est la seule espace que tu as laissé. Okay. Tu fais un triangle avec des petits bouts de bois, justement, pour bloquer, comme si lui, à la vitesse qu'il va, il ne regardera pas au côté, parce qu'il est fermé. OK, c'est un petit tunnel, genre. Fait que là, tu crées un petit tunnel qui tranquillement referme, jusqu'à ton collet, puis c'est là qu'il se casse le cou. Quand il rentre dans le collet, pourquoi il reste pris? Parce que, dans le fond, il rentre dedans, puis là, il essaie de se sauver, puis là, la pression, dans le fond, qu'il va émettre pour se sortir de là va resserrer. Va resserrer le nœud, OK. Ouais, c'est ça, c'est l'effet d'un nœud coulant, en fait, là. OK, carrément. Mais c'est parce que lui, tu sais qu'aussitôt qu'il a la tête là-dedans, puis son corps passe pas, il continue de pousser, puis il tire, puis là, ben, ça le resserre, puis ça le tue. Quand tu fais un tunnel, normalement, la décision première de l'animal, c'est d'accélérer. OK. Parce qu'il veut être le moins possible pris. Fait qu'il accélère pour aller plus vite. OK. Fait que, normalement, à la vitesse qu'il a, ben, ça le tue pas loin d'être sur le coup, là. Par le coup, sur le coup. Ben, tu sais, il y a bien des chances de se casser le cou, mettons, là-dedans, là. Puis t'en as-tu pogné? Non, parce que on n'avait même pas le droit d'en pogner. Si on en pognait, on n'avait pas le droit de les manger, en fait. OK, parce qu'il y avait peur pour les maladies puis tout. Ben, je pense qu'il y a eu des plaintes aussi des parents les années précédentes. Je suis comme dans cette génération de cadets-là, si on peut dire, où est-ce que là, il y a bien des affaires qu'on n'avait plus le droit de faire. Parce que 2 ans avant, je suis pas mal sûr que Jean-Michel, justement, quand il a fait son cours de survie, je suis pas mal sûr qu'eux autres, ils avaient encore le droit. En tout cas, ça dépend vraiment. OK. Ils nous apprennent aussi, fallait faire une canne à pêche, fallait faire un espèce de SOS qui pouvait être vu de haut, des affaires comme ça. Mais on avait juste un terrain limité. Fallait pas aller voir les autres qui étaient en survie, c'est mettons 50 pieds, 100 pieds plus loin. OK. Ah, c'est hâte pareil, ça. Puis t'as-tu, en rétrospect,
Selon toi, c'est-tu une bonne chose, les cadets, ou c'est genre un peu de l'endoctrinement le plus tôt possible dans l'espèce de militaire? Puis, Ben c'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a de l'endoctrinement qui se fait. Mais moi, ça m'a permis d'avoir une discipline que j'avais pas en main, que j'avais pas nécessairement personnelle. OK. Mes parents me donnaient une certaine discipline, mais c'était pas assez pour dire que j'aurais une bonne discipline dans la vie. OK. Tandis que les cadets m'ont apporté cette discipline-là personnelle pour bon, ok, ben là, je veux réussir, je vais étudier. Parce que rendu au cégep, t'es laissé à toi-même. Moi, en plus, à 17 ans, je suis en appart, il n'y a plus mes parents pour me checker, puis là, t'étudies pas, c'est pas tes travaux, non, non. T'es à toi-même. Fait que là, ben, ça m'a aidé un peu à poursuivre. Puis la première année, j'ai rushé parce que j'étais pas à mon affaire, mais tout de suite, la deuxième année, j'ai fait bon, ben là, je sais que c'est là-dedans que je veux m'en aller. Il va falloir que je me batte le cul. Fait que c'est à cette deuxième année-là que je me suis battu le cul puis que c'est vraiment parti. Mais c'est le fun, les cadets, dans le sens où. Parce que t'aurais pu juste faire fuck that, ça me fait chier. Parce que, tu sais, apprendre la discipline, je comprends, mais il faut que tu aies un incentive là, qui fait que tu as le goût de rester là. Parce que c'est Ben, comme dans bien des jobs qu'on n'aime pas, on reste aussi souvent pour la gang. Ben, les cadets, c'est aussi la gang. OK, c'est ça. C'est la gang avec qui tu fais tes cours d'été, avec qui. Tu sais, je parle encore à du monde que j'ai fait des cours d'été de 6 semaines, v'là 10 ans. OK. Tu sais, Barbada, je l'ai déjà connu au cadet, v'là 10 ans. OK, Barbada, je sais pas. La drag queen, en tout cas. OK. Ah, c'est drôle, ça. Puis j'y ai jasé 5 ans après, puis 3 ans après, puis tu sais, je l'ai revu depuis. Puis c'est ça, je l'avais connu, moi, d'un cadet à ce moment-là. J'ai connu plein de personnes, en fait, Jean-Michel, justement, des cadets, qu'on se perd de vue des fois, puis tu te retrouves, ah, tabarouette, t'es rendu où? Puis on jase. Mais c'est des contacts qui sont quand même précieux, puis ça fait partie un peu de ton accomplissement en tant qu'ado aussi. Les gangs, c'est bien important quand t'es ado, tout ça. Moi, au secondaire, j'avais pas vraiment de gang. Je me tenais un peu avec tout le monde, mais avec personne en même temps. Ouais. Fait qu'au cadet, au moins, je me sentais avec ma gang. C'était mon monde à moi, là. Du monde qui se comprenne, là. Ouais, c'est ça. Nos inside, nos affaires, là. C'est nice. Puis là, tu me parlais de pilotage tantôt. Toi, tu peux piloter. Tu pourrais-tu travailler là-dedans ou tu peux pas? Tu pourrais pas parce que ça te prend un autre permis qui est commercial, genre? Ben, c'est exactement. C'est le commercial qui permettrait de travailler là-dedans, de te faire rémunérer. Okay. Mais le privé, on peut se cotiser pour du gaz, par exemple. On a le droit de splitter le cost à la gang. Mais j'ai pas le droit de retirer un profit. OK. Fait que t'as le droit de conduire du monde, de piloter un avion avec des gens dedans, mais t'as pas le droit d'être payé pour faire ça. Ouais, exact. Fait que si je m'achète un avion, puis je fais « Hey, bébé, je m'en vais à telle place, tu viens-tu? » Bah ouais, on va aller faire une ride. Okay. Tu montes avec moi, puis en revenant, tu fais « Hey, merci bien, puis tu me donnes de l'argent pour le gaz. » Ben, c'est correct. Okay. Mais si tu me donnes plus que le gaz, puis les assurances, puis le prix de la maintenance, puis tout ça, mettons qu'on split le coût réel à la gang, ben là, à ce moment-là, je retirerais un profit, ça serait illégal. OK. Selon Transport Canada. Ça ressemble à quoi les coûts de ces trucs-là? Parce que je me suis toujours demandé, tu sais, du monde qui avait des avions privés ou. Il y a un gars à Saint-Jean-Port-Joli, moi j'allais là tous les étés en bateau. Puis il y a un gars là-bas qui est vraiment riche, il habite là. Puis lui, il a un hélicoptère. Puis lui, il aime ça se promener avec son hélicoptère. Il va au casse-croûte. À un moment donné, je suis au casse-croûte en train de manger un hot dog ou une poutine. T'as genre l'hélicoptère qui atterrit à côté de nous autres. On est comme Chris de douche qui vient genre au casse-croûte en hélicoptère. Il habite genre tu sais, on le sait où il habite. On est comme il habite à 8 coins de rue, là. Come on! Ouais. C'est comme un style de lait, genre. Mais je me demandais combien ça coûte, mettons, acheter ces appareils-là, puis combien ça coûte le gaz pour ça? T'as de toutes les ranges. T'as des avions qui coûtent entre 15 et 25 000, mettons. OK, ça, ce serait le moins cher, mettons? Ouais, dans le moins cher.
des avions des années 70 ou encore un peu des do-it-yourself, des avions qui appellent fabriqués par fabrication amateur, c'est-à-dire. Ah, c'est légal, ça, je savais pas. C'est légal, oui. OK. Des modèles comme le RV6 ou des trucs du genre qui existent, que c'est des modèles que tu achètes tous les matériaux, puis tu as la formation que la compagnie offre pour le fabriquer, ou encore tu peux engager un mécanicien pour le faire, ou encore tu peux le faire toi-même. Tu sais. OK. C'est-tu moins cher, ça? C'est moins cher dans l'optique que à ces performances-là, tu paierais normalement plus cher pour cet avion-là. Mais c'est juste que vu que tu l'as fait toi-même, tu as économisé sur la main-d'œuvre, tu as économisé sur ci, sur ça, puis tu as surtout économisé sur le brevet. OK. T'sais, des compagnies comme Bombardier, par exemple, ont des brevets pour leur Challenger, pour leur Learjet, pour leur Global, pour tous leurs avions. Ben, tu n'as pas à dépenser pour cette ingénierie-là. Elle existe déjà. Sauf que faut que tu achètes des pièces puis de l'ingénierie Bombardier. Okay. C'est-à-dire, si j'ai un problème que je ne suis pas capable de régler selon l'ingénierie qu'ils m'ont déjà donnée, de base avec l'avion, ben, il faut que je les appelle chez eux, ben, chez Bombardier, puis je fasse « Ouais, il faut que je parle à un de tes ingénieurs, j'ai tel trouble, puis c'est pas ça l'écrit pas dans ton manuel quoi faire avec ça. » Fait que là, les ingénieurs se penchent là-dessus, puis là, tu débourses l'argent chez Bombardier, parce que c'est eux autres qui possèdent le brevet, dans le fond, l'ingénierie de ce produit-là. OK, fait qu'il te le dit, il te le donne pas, ça. OK, je comprends. Ben, ce qui est un peu logique, dans le fond. Là. Ben oui, il se protège. C'est du service après-vente. Ouais, c'est ça. Puis il n'y a pas de rétro, comment il appelle ça, du reverse engineering d'avion? Il y en a. Les Chinois en font, les Russes en font. Mais les Russes, si tu vas googler l'Antonov, je pense que c'est le 324, qui est le plus gros avion au monde, c'est un 6 moteurs, c'est gigantesque. Mais tu te rends compte que c'est pas un reverse engineering, là. Ça, ils l'ont fait de A à Z de eux-mêmes. Le Antonov, c'est une autre histoire complètement. Mais tu as des modèles que c'est plus du reverse engineering de plusieurs modèles qui ont compilé pour faire une meilleure approximation, mettons, de ce qu'il y avait besoin à ce moment-là. L'armée russe l'a fait très longtemps pendant la guerre froide, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est normal, dans le fond. C'est juste parce que les forces, c'est ça qu'ils font aussi. Là. Ouais. Je veux dire, ils essaient de comprendre comment que l'ennemi pense pour arriver à leur propre modus operandi, je pense qu'ils disent. Là. Ils prennent ce qu'ils font, ils le déconstruisent, ils l'analysent, ils comprennent, puis après ça, ils peuvent l'utiliser à leur escient, là, tu sais. Ouais, je comprends. Ah, c'est fucking cool, ça. Puis en termes de gaz, là, comment ça coûte? C'est quoi tu mets dans un avion? T'as deux types d'essence principalement mis. Dans un avion, t'as l'essence pour l'avion à piston, qui est du 100 LL. Tu sais, mettons, quand tu t'en vas à tank à essence, avec ton char, t'as du 85, du 89 puis du 92. C'est le médium, le super, tu sais. Ouais. Ben, du 100 LL, c'est comme du 110 d'octane. Mm-hmm. Fait que t'es comme 20 octanes quasiment plus haut que le 92. Puis si tu mets du 92 là-dedans parce que t'es mal pris, ça marche-tu pareil? Ça marche pareil, puis il y a même des modifications qui sont possibles sur les avions pour avoir du MOGAS, qui appelle de l'essence à véhicule mobile. OK. L'essence de char. Mm-hmm. C'est des modifications qui existent, sauf que tu peux pas voler à une certaine altitude. OK. Parce que plus tu augmentes en altitude, plus la pression atmosphérique est différente, plus il y a de chances que tu fasses des bouchons de vapeur. OK. C'est-à-dire que la vapeur de tes gaz va créer des bouchons dans tes lignes à fuel. Fait que le gaz se rendra plus à ton moteur. C'est pas le genre d'affaire que t'aimes, mettons. Ouais. Quand on fait... OK. Fait que, dans le fond, cette modification-là te permet, mettons, de voler à, je sais pas, 4000 pieds, 3000 pieds du sol, mais pas plus haut. OK. Si tu restes au 100 LL, il n'y a pas de problème, tu peux te rendre à, peu importe le moteur qui est certifié, 10 000, 12 000 pieds, s'il est turbo, 15 000 pieds.
turbo ou surcompressé, dans le fond, c'est qu'ils vont prendre plus d'air pour l'injecter dans le moteur parce qu'il n'y a pas assez d'air en altitude. OK. Fait qu'ils vont comprimer plus d'air pour le rentrer dans le moteur pour essayer d'avoir le même rapport air-essence pour que ça brûle autant. Je comprends. C'est ça qui détermine la hauteur, l'altitude que tu peux atteindre. Exact. Mais tu as des avions qui n'ont pas de turbo, fait que 10 000 pieds, c'est leur plafond. OK, ils peuvent pas aller plus haut que ça. Parce qu'au-dessus de 10 000 pieds, c'est pas sécuritaire. OK, je comprends. C'est juste pour ça. Il y a des affaires comme ça qui sont calculées, l'ingénierie derrière tout ça. Là, on parle les avions à piston aussi, c'est des avions qui sont, pour la plupart, très vieux. On parle d'avions des années 60-70, même 50 pour certains. Quand même. Mais c'est des avions qui volent encore. OK. C'est des avions qui sont encore dans les normes puis qui volent encore. Ça me fascine, ça. Ça me fait peur. C'est une question que je voulais te poser. Il me semble qu'il y a quelque chose que je trouve weird là-dedans. Il n'y a rien de plus stressant quand tu pognes un avion puis il y a des cendriers là, dans les accoudoirs puis des trucs puis t'es comme tabarnak. Dans le coup, t'as l'impression que c'est cheap puis que tu te rendras pas. Là. Ben, ça fait pas si longtemps qu'on a arrêté de fumer dans les avions, PB. Je sais pas. C'est une vingtaine d'années, peut-être 25-30 ans, maximum. Ah ouais? Ça veut dire début 90, je pense. Ah ouais, fait que début 90, il y avait encore des... Mais on dirait que ça me sécurise pas de savoir que ça existe encore, ça. Genre des vieux avions qui volent. Je travaille dans un manufacturier, puis je te dirais que les avions qu'on fabrique ont encore des cendriers dans les avions. Ah ouais? Ben, des riches, faut qu'ils fument leur cigare quelque part. Ah ouais, j'avoue, hein? Tu sais, ils ont tous les droits, eux autres. Fait que les premières classes, dans le fond, là, c'est rare que dans le coach... Non, mais je suis un manufacturier aussi de jets privés, on s'entend, là, c'est leur jet à eux autres. Là. OK, carrément. Ils peuvent le maganer comme ils veulent, il est à eux autres. Ouais. Combien ça coûte avoir un jet privé? T'en as que ça coûte 1 million à peu près. Ça peut aller jusqu'à des centaines de millions. Nous autres, on a construit en fait à Bombardier le Global, qui est un avion de 70 millions green, c'est-à-dire pas d'option. Là. OK. 70 millions qui parcourt 7500 milles nautiques de base. 7500 milles nautiques, c'est... Attends, on va faire le calcul. Oui, qu'est-ce que tu viens chier avec tes milles nautiques en aviation? C'est mes affaires de bateau, ça. Ben, excuse-moi, on fonctionne en milles nautiques, là. Non, je le sais. Mais c'est toujours trouvé ça mélangeant. Moi, je cadre jamais les milles nautiques. C'est quoi? Ben, tu sais, mettons, Montréal-Hong Kong, c'est 7722 km. Fait que ça ferait combien en milles? C'est plus que Montréal-Hong Kong. C'est 2,6 un mille, je pense. Ça? Non, c'est 7722 miles. Fait que tu vois, ça fait Montréal-Hong Kong non-stop. OK. Sans arrêt. Calice. Mais du fuel dans les ailes, il y en a en tabarouette, là. OK, c'est ça. Tu peux grossir les réservoirs, genre. Ben, dans les ailes, il rentre 95 000 livres de fuel. OK. Ouais, c'est calculé en livres parce que les litres, c'est pas fiable. Parce que le nombre de litres va changer avec la température et la pression ambiante. Wow, OK. Tu comprends? Ouais, c'est une masse, c'est une masse. Une masse, ça pèse la même affaire partout. Ah ouais, c'est intéressant, ça. Ben, c'est pas tout à fait vrai, là, parce que les livres, c'est considéré comme pour calculer la force. Okay. Mettons, j'applique 20 livres en frappant ou quoi que ce soit, mais on dit je pèse 20 livres, mais c'est pas tout à fait la même chose. Okay. Parce que je pèse 20 livres, OK, mais si tu appliques 20 livres de force vers le bas, ce sera pas le même 20 livres de force sur l'Everest. Okay. À cause de la gravité, elle n'est pas la même, mais ça, c'est une autre affaire. Ouais, c'est ça. Fait que les livres, c'est pas tant le poids que la force qui est exercée vers le sol. Ben, l'impérial nous a un peu fucké là-dessus. Ouais. Mais tu sais, pour se simplifier la vie, le métrique en kilos, c'est bien simple. C'est une masse. Bon. Puis est-ce que ça, c'est calculé en kilos ou c'est calculé en livres encore, pareil?
C'est calculé en livres parce que le monde fonctionne en impérial, mais dans le fond, ça reste une masse. C'est pas une livre de force appliquée. Ouais, OK, c'est ça. C'est la livre dans le sens de l'unité de mesure de poids. Ouais. OK. Puis dans les avions, mettons, commerciaux, un 727, whatever, il y a combien de fuel qui... Il y a combien de livres là-dedans? Je te pose des questions, Excuse-moi. Mettons, le 737, c'est 850 gallons à l'heure, mon Dieu, OK. Faut que j'aille l'inspect de l'avion. Donne-moi 2 petites secondes. Ça te prend sûrement beaucoup moins de temps que ça me prendrait de trouver ça. Probablement. Quand même, un peu plus que... quasiment 8000 gallons. OK. Puis un gallon, c'est 4 litres. Fait que environ 30 000 litres. 4 000, ouais, c'est... OK, c'est 30 000 litres. Si bol. OK. Man, c'était peur, hein? C'est cool, mais c'est malade. Je trouve ça cool, pareil, toutes ces affaires-là. Il y a quelque chose qui me fascine là-dedans. Tu sais, toi, tu t'entends le monde chialer, là, j'imagine. Tu sais, ces avions, puis sur plein d'affaires, puis les vols qu'ils prennent, puis... Oh oui, c'est sûr. Puis t'es juste comme... T'as aucune idée comment ça marche, là. Genre... Oh ouais, t'as aucune idée comment c'est complexe, cette histoire-là. Ouais, genre ta gueule. Une canne d'aluminium volante, là. On s'entend, là. C'est hot. C'est juste... Dis merci, là. C'est cool. Oh ouais. Mais tu sais, c'est comme c'est niaiseux, mais... Tu sais, juste te rendre compte à quel point c'est spécial un avion. Si tu es dans un vol, mettons, dans un 737 ou dans une machine plus longue, tu vas au bout de l'allée, tu sais, où est-ce qu'il y a les toilettes, en arrière ou en avant, puis tu regardes l'autre côté de l'allée, puis tu vas voir l'avion warper, tu sais, comme se tordre un peu, avec juste les forces extérieures puis les forces appliquées dans l'avion, puis ça tient en vol, parce que c'est calculé. Tu sais, tout est calculé dans un avion, là, c'est fou, là. Ouais, c'est pas une structure rigide, c'est une structure qui est flexible pour justement que ça soutienne ces forces-là. Là. Elle semble rigide, mais aux forces qui sont appliquées, elle est très flexible. Il y a même des vidéos sur Internet, je pense que c'était le 380, l'Airbus 380, qui montrait le test du wing load des ailes, le load capacité. Puis il te bendait l'aile quasiment à 75 degrés au-dessus de l'angle normal. Puis elle n'a pas snappé, là. OK. Elle n'a pas snappé encore, là. Puis dans un avion normal, il y a un débattement. C'est pas autant que 75 degrés. Mm-hmm. Mais tu sais, juste à cause du fuel que tu mets dans l'avion, les ailes baissent. Mm-hmm. Après ça, l'avion vient en vol, les ailes montent. Parce qu'elle est en situation de portance à cause de la vitesse et tout ça. Fait que t'as quand même un débattement qui se crée dans les ailes, mais c'est pas autant que ça, mais c'est calculé toujours pour plus. Parce que d'un coup que tu pognes des forces G, d'un coup que tu pognes ci, d'un coup que tu pognes ça, il se rajoute tout le temps les pires conditions possibles pour que ça reste en vol. OK. Ouais, t'aimes mieux prévoir le pire que... Exact. C'est ça. Ben ouais, clairement, là. En aviation, il y a un système qui appelle le fail-safe aussi. C'est pas pour rien que la plupart des avions, tous les avions transatlantiques sont munis de 2 moteurs, au moins. C'est parce qu'avec 2 moteurs, ça te fait 2 systèmes électriques, ça te fait, au minimum. Ça te fait 3 systèmes hydrauliques au minimum. Ça te fait... il y a plein de fail-safe que s'il y en a un qui pète, c'est pas grave, on en a un autre. OK. Puis tu peux finir un vol avec juste un moteur. Oui. Le plus dur, c'est le décollage. OK. À cause de la longueur des pistes, de l'état des pistes, puis tout ça, puis le vent, puis tout vient jouer là-dedans. Mais une fois qu'il est en vol, Piché, il aurait probablement pu finir son vol au complet sur un moteur si c'était pas entêté. Mais on ne le saura jamais, tu sais. Ouais, je comprends. On peut juste guestimer. Puis, y a-tu des... Finalement, c'est en train de virer en Curieux Rivard. Je pense que ça va être un Curieux Rivard. Moi, c'est ça. Écoute, j'ai pas le choix, là, rendu là. C'est bien trop intéressant.
y a tous des trucs qu'on n'a pas abordés? Tu m'avais dit que tu avais comme une liste de trucs. Tu sais, il y avait le mur du son, pis ces affaires-là que tu me parlais. Ouais, ben c'est ça. Le mur du son, par exemple, il y en a beaucoup qui pensent que tu sais, le bruit que ça fait, le détonnement que ça fait, ils comprennent pas à quel point c'est parce que l'avion a littéralement frappé un mur. Parce que plus l'avion se rapproche du mur du son, plus les molécules d'air se rapprochent l'une d'entre elles. OK. Puis ça fait une pression tellement énorme que rendu au mur du son, à cette vitesse-là, tu perces un mur carrément. C'est pour ça que l'aspect affilé un peu du nez des avions supersoniques, c'est pour ça. Puis c'est pour ça aussi que les ailes sont mis en delta, qu'ils appellent le V super prononcé en arrière, là, que tu vois la forme des ailes comparée à un 737, justement, qui est les ailes super allongées puis presque perpendiculaires au fuselage. Mais le jet militaire, lui, ça va être quasiment parallèle au fuselage, là, tu sais, tellement que c'est vers l'arrière. Ça, c'est pour pouvoir traverser ça. Quand il perce ce mur-là, ça forme un cône supersonique, en fait, à l'extérieur de ce cône-là, puis subsonique à l'intérieur de ce cône-là. OK. Fait qu'il est comme dans un entre-deux constant, s'il reste à Mach 1, on s'entend. Là. OK. Je me suis trompé. Ouais, c'est supersonique à l'extérieur, puis subsonique à l'intérieur, ou un affaire de même. OK. Puis c'est pour ça que les composantes sont autant rapprochées de l'avion. C'est parce que s'il était à l'extérieur de ce cône-là, ça l'arracherait. Ouais, ça ferait comme frapper un mur, carrément. Là. Parce que ton bout d'aile frapperait un mur de son, tandis que l'emplanture, le bout où est-ce qu'il est attaché au fuselage, lui, non, il n'est pas en même vitesse. Fait qu'il y en a un qui crisse le camp, là. Carrément. Comme rentrer dans un tunnel, justement, avec un avion, là. Ben, un tunnel, mais que les ailes dépassent du tunnel. Ben, c'est ça. Ça il y a juste le fuselage qui rentre. Tu chambailles les chums. Puis, à quelle vitesse? Parce que là, Mach 1, il me semble, tu sais, c'est flou parce que je connais pas ça, mais j'entends, moi, des affaires de Mach 2, Mach 5. Ça, c'est-tu juste des rasoirs? Ou Mach 5, ça se peut? Mach 1, la vitesse du mur du son, c'est Mach 1 dans le fond. C'est 343 mètres secondes. Fait que c'est, dans le fond, 1236 km/h. Je suis en train de le lire sur Internet, évidemment. Je connais pas ça par cœur. Ouais. Mais ça, c'est at sea level. Fait qu'au niveau de la mer. OK. Parce que plus tu montes en altitude, plus la vitesse qui est requise est basse. OK. Ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a moins de pression? C'est parce qu'il y a moins de pression, puis les molécules sont déjà plus éloignées. Okay. Fait que dès que tu rajoutes de la friction, puis de la chaleur, puis de la vitesse, ils viennent se resserrer tout de suite. OK. Fait que c'est pour ça qu'il y a des jets supersoniques vont souvent atteindre cette vitesse-là en haute altitude. Okay. Le Concorde ne volait pas à 50 pieds. Ouais, c'est ça. On s'entend. Le Concorde, c'était ça le concept? Ouais, c'est le premier avion passager supersonique. OK. C'est quand même une réussite à cette époque-là, dans le sens qu'ils ont rendu ça plus populaire, mais les crashs qu'ils ont eu, ça a juste tué le Concorde, malheureusement. OK. Je savais pas que c'était à cause des crashs. Je pensais que c'était à cause de ça coûtait trop cher à opérer. Il y a le coût d'opération, c'est sûr, mais il y a du monde qui était prêt à payer pour arriver plus tôt en France. Oui, parce que c'était 3h30 se rendre en France plutôt que 7h. Même, je pense, moins que ça, c'était ridicule. Ben ouais. Tandis que le crash qui a été causé par un autre avion qui a pété de quoi sur la piste, puis qui a pété un tire au Concorde, que le tire a pris feu, puis qui a fait prendre feu au reste de l'appareil. Je pense que c'est ça qui a mis le clou dans la tombe, le clou dans le cercueil, c'est-à-dire. Là. OK. Mais je peux pas m'avancer là-dessus. Je suis pas un économiste non plus. Là. Je connais pas les chiffres exacts. Là. Mais le concept était intéressant pareil, là, de réussir à amener ça dans le commercial. Oui, mais tu sais, encore là,
même dans les jets privés ne vont pas à des vitesses supersoniques. OK. Puis la raison, c'est le prix ou c'est juste le risque? Ben, c'est le prix parce que aussi, si tu mets tes ailes en delta, tu as moins d'espace pour mettre du fuel. Fait que tu joues aussi sur la distance, tu joues aussi sur le poids, tu joues sur l'ingénierie parce que là, il te faut une structure qui est faite aussi pour du supersonique. C'est beaucoup, beaucoup de calculs à faire. OK. Que c'est pas tout le monde qui veut mettre l'argent là-dedans. Je comprends. Mais ouais, c'est un autre, C'est un autre autre vie carrément, là. Puis ça va-tu au-dessus de Mach 1 finalement? Ou c'est... Oui, je pense que l'avion le plus rapide, c'était le SR-71. Max Speed. Tu vois, le SR-71, son max speed, c'était 3529 km/h. Fait que si on le compare au 1236 de base, c'est 3 fois la vitesse. Ça, c'est au ras-le-sol, mais en haute altitude, je pense que c'est l'équivalent de Mach 4 ou Mach 5. Sacrément. Puis ça, c'est juste des avions militaires. Il n'y a personne Oui, d'autre oui, que ça. Le SR-71, le Blackbird, en fait, c'était un avion supersonique, mais aussi qui allait, si je me souviens bien, à 60 000 pieds. Là. C'était pour espionner les Russes, là, OK. à cette époque-là, ouais. Puis la raison que tu as besoin d'avoir un avion qui est aussi rapide, c'est-tu juste pour pouvoir te sauver plus vite? C'est-tu juste pour ça? Non, en fait, c'était juste un avion qui voulait aller en haute altitude. Ça a juste donné qu'il était super rapide aussi. OK. Parce qu'en super haute altitude, justement, puis tu parcours aussi plus de distance en haute altitude parce que la courbe de la Terre, blablabla. Mm-hmm. Fait que ça faisait qu'elle allait super vite. C'était juste un bon atout, mettons, je pense. OK. C'était par nécessité, c'était pour pouvoir aller plus haut. Ouais, pour pas se faire pogner par les radars ennemis. OK. Tu sais, qui à l'époque prenaient des avions, tu sais, mettons, de 35 000 pieds, 40 000 pieds. OK. Fait qu'eux autres étaient bien au-dessus de ça, puis ils scannaient le battlefield. Yes, c'est hot. Puis j'ai entendu de quoi que je trouve bien intéressant, puis c'était au début du COVID. C'était par rapport à les rapports météorologiques qui étaient moins précis, puis que tout ça, ça marchait moins bien. Parce que, ce que je savais pas, que la météorologie utilise les données des avions pour leur rapport météorologique. Parce que dans le fond, les avions, ils pognent des datas là, partout, tu sais, sur les conditions météorologiques. Fait qu'eux autres, ils contribuent à aider le monde à faire des prévisions météorologiques juste pour que tu entends aux nouvelles, genre. Ben, je ne sais pas à quel point ils se servent de ça, mais les avions constamment reçoivent le data, en fait, qui se présente devant eux. Tous les avions commerciaux de nos jours ont des radars météo, qui est en fait une grosse soucoupe, dans le fond, qui envoie des rayons en avant de l'avion, puis qui reviennent. OK. Puis là, sur un radar, dans le fond, qu'ils ont à l'intérieur, qui vont indiquer des cellules orageuses. OK. Fait que dans le fond, quand il y a du rouge, tu y vas pas. Ah, c'est hot. Ah, fait que dans le fond, j'imagine qu'ils utilisent en partie cette data-là. Puis il y a aussi des sites que les pilotes utilisent, les pilotes privés utilisent pour chercher leur météo à tous les matins qui ont un vol. Puis cette météo-là est beaucoup plus précise que ce que tu entends en météo média. Fait que ça se peut aussi qu'ils servent de ça. En tout cas, je sais pas. Ouais, qui combinent puis qui utilisent les données. Nice. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas couvert encore par rapport à. On approche de la fin de l'épisode. Là. Ça va définitivement être un Curieux Rivard. D'ailleurs, comment qu'on le nomme? C'est Curieux Rivard quoi? Aviation? Aviation générale, ouais. Ouais. Comment tu le nommerais, toi? Aviation générale? Ben, aviation en général, ouais. Parce que c'est pas nécessairement juste la grosse ou juste la petite ou. Ouais. Ou, on a parlé des cadets là-dedans. Fait que... ouais, c'est ça. C'est vrai, on a parlé des cadets. T'as raison. Non, on a fait quand même le tour en général. Sinon, ben, le fonctionnement de l'avion en général, les fonctionnements des hélices, puis le fonctionnement de tout ce système-là. Ouais. Tu sais, comment que ça fait pour voler, mettons. Là. Mm-hmm. La portance. Ouais, ça m'intéresse. Ben oui, vas-y. Ouais. Ben oui, t'as la portance, mais la portance, c'est quoi, en fait, cette force-là? Imagine-toi une goutte d'eau. Mm-hmm. Tu le vires sur 90 degrés à l'horizontale, puis c'est ça un aile d'avion. C'est à peu près cette forme-là.
C'est un espèce de demi-ovale qui se finit en pointe. Pourquoi cette forme-là? Ben, parce qu'on a déterminé que c'est la plus aérodynamique, avec des tests à travers les années et tout ça. Puis c'est aussi la même forme que les hélices d'avion ont, que les rotors d'un hélico ont. OK. Tous ces systèmes-là qui nous aident à nous propulser, ben, c'est avec ça qu'ils utilisent. Les avions à turbine, les pales qu'ils ont dans le moteur, c'est à peu près cette forme-là qu'ils ont. Un peu modifiée pour le carénage, tout ça, mais ça vient de la même base pour tout le temps créer une portance, mais c'est une portance dans une autre direction. OK, je comprends. Tu sais, l'hélice, dans le fond, qui propulse vers l'avant, ben, ça va être une portance vers l'avant. Ils appellent ça une poussée moteur, mais vu la forme de l'hélice, c'est quasiment comme une portance, tu sais. OK. La traînée, c'est la force qui te tire vers l'arrière. C'est-à-dire, mettons, tu sors ta main du char quand tu roules sur l'autoroute. Quand tu la lèves à un certain angle, à un moment donné, elle veut s'en aller plus vers l'arrière que vers le haut. Mais ça, c'est parce que tu as plus de traînée que de portance. T'sais. La portance, c'est ce qui mène ta main vers le haut quand tu fais juste la lever dans un petit angle. Puis quand tu dépasses un certain angle, là, tu sens comme que c'est plus le calvaire en arrière de ta main, là, puis ça te tire. Bon, ben, ça, c'est la traînée, dans le fond, qui te tire vers l'arrière. OK. Fait que dans le fond, tu as comme 4 forces autour d'un avion. Le poids, obviously, qui tient ton avion au sol. La force, donc une force par en bas, ouais. Vers le bas. La poussée, c'est la force du moteur vers l'avant, qui est comme une portance un peu, si on veut. La portance elle-même des ailes vers le haut. Puis la traînée vers l'arrière. Puis tout le long du vol, le pilote va jouer avec ça, ces 4 forces-là, pour faire des mouvements avec les différentes gouvernes que l'avion a. Avec les ailerons sur le bout des ailes, avec le rudder en arrière, la gouverne de direction en bon français. OK. Avec l'élévateur en arrière, ben ça, c'est tous des mouvements qui vont être engendrés par le pilote. Mais dans le fond, il fait juste travailler la portance et la traînée pour faire un mouvement, soit de roulis pour tourner à droite ou un mouvement de lacet ou peu importe. Mais tous ces mouvements-là, c'est ces 4 forces-là de base. Fait que tu peux t'imaginer un genre d'espèce de croix avec des flèches qui vont en haut, en bas, en avant, en arrière. Ah, je suis pas mal sûr que tu googles les 4 forces de l'avion puis tu vas avoir exactement ce schéma-là, mon chum. C'est ça, hein? Ah, c'est sûr, oui. À partir de là, c'est ça. C'est que tu compenses. Si tu en enlèves un, ben là, à ce moment-là, tu vas te mettre à tourner. Exact. Puis, chaque avion aussi a un masse et centrage parce que le poids et la portance ne sont pas nécessairement à la même endroit. OK. Fait que ça te fait un effet de levier. C'est pour ça qu'il y a des avions qu'on va dire qui sont nose heavy, donc sont plus lourds du nez, ou sont tail heavy, sont plus lourds de la queue. OK. Juste à cause de ce mouvement de levier-là. Fait que ça, faut que tu le calcules. Faut que tu compenses. Ça, c'est calculé à la manufacture, puis c'est calculé tout au long aussi de la maintenance. Okay. C'est-à-dire, s'il y a une grosse maintenance, puis que les composants ont changé de place, mettons des boîtes avioniques ou quoi que ce soit qui sont plus à la même place, quoi que ce soit, ben, ils n'ont plus le même moment dans l'avion. Ils n'ont plus le même bras de levier. Donc, on va changer le centre de gravité. Fait que tout ça, c'est calculé à chaque fois. Quand il y a une nouvelle peinture aussi, on fait le changement de masse et centrage. OK. Parce qu'une peinture, c'est lourd en chien sur un avion. Ouais, c'est ça. C'est assez gros. Fait que finalement... Ben, c'est pas ça. C'est parce que c'est pas juste une couche. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense à mon ami qui s'est fabriqué son avion. Lui, il a mis, si je me souviens bien, il y avait 3 couches de primer, 4 couches de peinture, 2 couches d'après pour le soleil, puis 2 couches d'après pour une autre affaire. OK. Fait que ça en fait en maudit de la couche, là. Ouais, ça finit par être une croûte, là. Oui. Mais ça fait que c'est solide dans ta barouette, là. Tu grattes pas ça avec ton ongle, là.
C'est pas comme la peinture de char qu'après 2 mois, il lève. Là. OK. C'est combien, par curiosité, tu sais combien ça peut peser? Combien de poids ça rajoute? Une peinture, mettons, de Boeing 747? Eh boy, je peux pas m'avancer malheureusement. Je sais pas si Google peut m'aider. Ouais. 47. Ah, the exact weight of 747 paint is 1200 livres. Quand même. 544 kilos, pareil, là. C'est un poids, là. Ouais, c'est beaucoup. C'est assez pesant en peinture, là. Moi, je l'imagine en typo de bétonnelle. C'est comme ça que je m'aide. Ça en fait un chien, les typos de bétonnelle. Ouais, c'est ça. Puis c'est qui peinture? Plein, man. C'est clair. Qui peinture les avions, justement? C'est-tu... c'est des peintres, en fait, des peintres professionnels. Là. Comme chez Bombardier, ils ont leurs peintres à eux autres. Mais il y a différentes compagnies qui vont engager leurs peintres, qui vont les former. On a des standards de peinture aussi. On a des standards pour tout en aviation. OK. Puis justement, c'est de la peinture qui est mélangée par les peintres aussi. Mais c'est de la peinture qui peut être achetée. C'est les mêmes produits que la peinture de char, c'est juste que c'est un mélange qui est différent, je pense. OK. Parce que, par exemple, pour certaines on ne veut pas de matériaux ferreux dans la peinture. OK. Parce que le fer, c'est magnétique. Le magnétisme peut causer des problèmes avec les radios, avec tout ça. Donc, on ne veut pas ces problèmes-là dans l'avion. Fait qu'on n'a pas de matériaux ferreux, tandis que de la peinture de char, ils peuvent en avoir, là, ceux qui sont chromés et tout ça. Mm-hmm. Je pense qu'ils en ont. Il y a certains standards comme ça à respecter. Là. Tout dépendant de ce que tu as besoin, puis qu'est-ce que tu peintures aussi. Par exemple, la place où je te parlais, qu'il y avait une coupole qui regardait en avant pour voir ce qui s'en venait, Mm-hmm. le radar météo. Ben, le radome qu'il y a devant, qui est en composite, ben, lui est peint d'une certaine façon aussi à laisser passer ces ondes-là. OK. Faut pas qu'il ramène les ondes vers la coupole tout de suite. Là. Ça n'aurait pas de sens. Ouais, je comprends. Puis, ouais. Le déglaçage, là, quand ils font ça là, à l'aéroport, là. Tu sais, quand ils enlèvent la glace, puis tout ça, puis... Ouais, ils appellent ça du anti-ice. OK. Parce qu'en fait, c'est pas tout à fait du... Bon, on surnomme ça du de-icing, mais c'est du anti-ice, en fait. C'est pour empêcher que la glace se forme. OK. Et non pour enlever la glace, théoriquement. OK. Mais c'est un coating, en fait, de glycol. Tu sais, ce que tu vapes, là, ben, c'est du glycol. OK. Fait on garoche ça sur l'avion à échauffer. On va garocher ça sur l'avion. C'est un certain glycol il va adhérer à la surface. Puis là, c'est pour ça que même en vol, tu vas voir les ailes sont un peu jaunâtres, un peu quand tu sors d'Orval. C'est parce que ça a adhéré à la surface, mais ça fait que l'eau, elle adhère pas. Fait que dans le fond, l'eau, elle s'agglomérera pas pour former de la glace. OK. Fait que dans le fond, c'est ça le but. C'est du Gore-Tex d'avion. Ouais, plus ou moins. Non, je l'oversimplifie, mais genre, ouais. C'est que ça fait perler, ça fait que ça peut pas adhérer, puis fait que ça peut pas geler là, finalement. Exact. OK. Man, c'est vraiment intéressant. On parlait des types d'essence tantôt, puis j'ai même pas fini. Il y a 2 types. Ouais. Celui de l'essence de l'avion à piston. Ouais. Sans CL, excuse. Ouais. Le 100 LL, ouais. LL, excuse, ouais. Le low, ils appellent ça du LL parce que c'est low LED. Basse teneur en plomb. Okay. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre ça dans les chars parce qu'il y a du plomb. Mais des avions, c'est correct. OK. Mais niveau sécurité, c'est plus sécuritaire ça. Fait qu'ils ont gardé cette formule-là. OK. Plutôt que de mettre de le mettre sans plomb, en fait. OK. Puis il y a le jet fuel. Le jet fuel, ce qui est dans les moteurs turbines, dans les moteurs diesel aussi, c'est de l'essence diesel. Dans le fond, OK? C'est plus complexe un peu que ça quand même. Là. C'est du kérosène? C'est ça? C'est du kérosène, oui. OK. Mais c'est juste que là, il y a plusieurs types de kérosène. Le jet A1, le jet A2, en tout cas.
OK. C'est du jet fuel à la base. Ce jet fuel-là, dans le fond, il y a aussi des additifs qu'on peut y rajouter pour que l'eau ne s'agglomère pas dans les tanks à essence. OK. En fait, c'est pas tout à fait vrai, non. Non, c'est pas vrai. C'est pour diminuer la température de congélation de l'eau. OK. Cet additif-là, en fait, pour qu'elle gèle moins dans les tanks à essence, pour pas qu'elle gèle, en fait, pour bloquer tes filtres et tout ça. OK. Ça ressemble-tu au... Moi, j'ai un diesel dans la vie. Ça ressemble-tu au petit liquide que je peux acheter, justement, pour mettre dans un additif que je mets dans ma tank, mettons, pour... Dentifrice. Ouais, je pense que c'est ça. C'est-tu le même principe? C'est un peu le même principe. Tu as un additif qui est calculé par le poids. OK, tu fais le mélange, soit toi-même ou les compagnies le font, évidemment. Tu peux l'acheter déjà pré-mélangé, pré-mixé. Puis en fait, c'est un peu le même principe. Là. Tu mets tant de millilitres pour tant de litres ou avec le poids. Là, je me souviens plus exactement du mélange. Mais ouais, c'est ça. C'est calculé pour agir de manière optimale, évidemment. Là. Puis ce jet fuel-là, en fait, c'est comme du diesel. Fait que nos tow trucks, mettons, nos mules pour bouger les avions, tout ça, je les ai remplis souvent au jet fuel. Parce que c'est à peu près les mêmes composantes. Ça brûle pareil, regarde. Sur le long terme, ça magane la mule plus qu'autre chose. Okay. Mais c'est parce que c'est ça qu'on a disponible. Au lieu d'aller à la station-service hors de la gate, on va se servir dans le jet fuel qu'on a. Mm-hmm. Tu sais, c'est juste pour ça. Là. Au lieu d'avoir emmené du diesel sur l'aéroport, on prend le fuel qui est déjà disponible sur l'aéroport. Qui est juste du fuel plus cher, mais qui... Ouais, plus cher, vraiment, là, mais... mais qui fait la même affaire. Mais écoute, le jet fuel est quand même pas si pire, je pense, au niveau du prix. Il faudrait que je check, là, mais... Jet fuel price... Ça, c'est les mêmes compagnies qu'on connaît qui font ce fuel-là, genre? Tu sais, comme en avril 2020, le jet fuel était 85 cents. OK. Quand même pas si pire, 85 cents canadiennes. Pour un litre, genre? Pour un litre, ouais. OK. Ouais, mais quand c'est, comme tu disais tantôt... non, Canadian dollar per gallon. Holy shit. Fait que c'est 8000 fois 85 pour fueler un 747. Ouais. Fait que c'est give or take 6500, 7000 piastres. Quand même, hein? Plus les additifs, si tu rajoutes de l'additif, plus l'huile, plus la maintenance que tu y mets, plus les assurances, plus le cost pour le mettre à l'aéroport, puis blablabla. Ouais. Ah, j'ai une question niaiseuse, mais y a-tu des wipers sur un avion? Oui. OK, il y a des wipers. Oui, il y a des wipers, tout dépendant des avions. Il y en a qui n'en ont pas besoin parce qu'ils ont des windshields chauffants. OK. Mais il y en a d'autres qui ont des wipers carrément. On pense au Dash 8, mettons, l'avion qui fait justement qui s'en va aux îles de la Madeleine, quoi que ce soit. Lui, il y a des wipers en avant avec un petit moteur de wiper, en fait, qu'on vient fixer là, qui va faire bouger le wiper de gauche à droite pour carrément, OK. Pour enlever l'eau du windshield. OK, nice. Parce que c'est le fun de voir ta piste. Ouais, mais c'est clair, mais... C'est pratique. Mais, si je me trompe pas, les pilotes, juste avec les instruments, sont capables d'atterrir un avion. Pas tout le temps. Non? Les îles de la Madeleine, ça atterrit à vue. Ah ouais, hein? Mais, tu t'en vas à New York, JFK, tu peux l'atterrir aux instruments parce que chaque piste n'a pas nécessairement les instruments adéquats pour atterrir aux instruments. OK. Tu sais, LAX à LA ou JFK à New York, je suis pas mal sûr qu'ils sont équipés. Mais, même à Dorval, c'est pas les 3 pistes qui sont équipées.
Il y a juste 3 pistes à Dorval? Ben, juste, c'est quand même pas si pire, 3 pistes. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Dans ma tête, il y a tellement de vols que. Mais oui, il y a juste 3 pistes à Dorval. Il y a 2 pistes en parallèle, la 24 gauche, la 24 droite. OK. Puis la 1028 qui est entre les deux, en angle. OK. Ces numéros-là, 24, 10, 06, peu importe, c'est l'angle qu'elle a par rapport au nord magnétique. OK. Sauf que le nord magnétique change. Fait qu'une fois de temps en temps, le numéro de piste va changer. Ah ouais. Parce que 06, c'est 060. C'est 60 degrés. Mais OK. mec, que cette piste-là soit rendue à 070, il va falloir le changer pour 070. OK. Puis ça, c'est exactement pour que justement, dans ton cockpit, tu puisses juste avec tes instruments savoir que tu es en ligne. Exact. C'est juste pour que c'est partout dans le monde comme ça. C'est un common knowledge. Ouais. Que à travers l'OACI en général, que les pistes sont dictées comme ça. Ça facilite de beaucoup le travail des pilotes, évidemment. Là. OK. Puis, ma dernière question pour l'épisode, les boîtes noires. Oui. Ça, c'est-tu quelque chose que tu as eu à travailler là-dessus ou c'est quelque chose qui arrive, qui est déjà fait, que toi, tu fais juste installer puis tu n'as pas vraiment à y toucher? Les boîtes noires, en fait, il y a 2 types. Puis en passant, elles sont pas noires, elles sont orange fluo. Ouais, c'est ça, je savais. Ils sont orange, puis il n'y a pas genre des petites lumières dessus, puis des shit de même pour que tu les trouves. Là. Ouais, il y a des beacons, mais les beacons à cette heure sont intégrés à l'intérieur aussi. Je pense GPS, mais je suis pas sûr. T'as le FDR, qui est le Flight Data Recorder. Fait que dans le fond, tout le flight data que l'ordinateur de vol accumule est transmis à ce Flight Data Recorder-là. Fait que c'est pour ça que dans les Mayday, puis tu sais, ils peuvent dire à tel moment, il était à telle altitude, puis à tel autre moment, il était à telle autre altitude, puis à telle vitesse, puis tout ça. C'est parce que cette boîte noire-là a récupéré toutes ces données-là. OK. Est-ce que ça enregistre aussi les conversations? Tu as le Cockpit Voice Recorder, qui est les conversations, en fait. OK. Qui est les conversations, puis les données que le pilote donne au copilote et vice-versa. OK. C'est ces 2 boîtes noires. Dans chaque avion, tu en as 2. Ouais. OK. Mais dans la petite aviation, tu n'en as pas de boîte noire. Mais il y a un Emergency Locator Beacon, un ELT, qui est dans le fond une petite boîte jaune qui est normalement attachée à la queue de l'avion, ou en arrière dans la queue de l'avion, que dès qu'elle sent un impact de plus de temps de G, elle se déclenche automatiquement. OK. Fait que si le pilote est un peu cowboy puis il fait un peu trop de jet avec son avion, elle peut se déclencher en arrière. OK. Puis lui, il sait-tu? Normalement, c'est inclus dans tes checklists de pilote. À chaque fin de vol, tu vérifies le poste 121.5 de la radio, puis tu vérifies que tu n'entends pas un ELT. Parce que le 121.5 est tout le temps monitoré par NAV Canada. OK. Transport Canada, en fait, c'est pour déterminer si un ELT beacon vient de se faire activer. Sauf que pour les tester, ces beacons-là, on a une marge de manœuvre qui est les 5 premières minutes de chaque heure. On peut les faire fonctionner pendant au maximum 5 secondes. OK. Fait que quand on a à les vérifier une fois par année, on va l'activer, mais ça va juste être à chaque début d'heure, dans les 5 premières minutes, 5 secondes maximum. OK. Fait qu'on les active, on vérifie, on l'entend bien en radio, OK, le voyant lumineux, il allume, parfait. Le filage fonctionne, parfait, on le referme. On le redésactive dans le fond. C'est-tu déjà arrivé des histoires de boîtes noires qui n'avaient rien enregistré ou des trucs comme ça? Fait que ça a fait que... J'ai jamais entendu ça, par exemple, à ce niveau-là. Je te dirais qu'ils sont assez fiables, mais c'est pas tout le vol qui va être enregistré nécessairement. Si c'est des longs vols, je pense que c'est les 30 dernières minutes ou un affaire de même. OK. C'est pas un gros disque dur, dans le fond. Fait que ça réface au fur et à mesure ce qu'il y avait dans le passé. Fait que t'as pas les données avant le vol, mettons. OK.
Mais tu as l'information importante, là, parce que c'est souvent des crashs, fait que les 30 dernières minutes sont pas mal les plus décisives. Là. Ouais, ben je sais pas si c'est 30 minutes ou une heure, peu importe, là, mais c'est un certain laps de temps prédéterminé, puis ça efface au fur et à mesure. OK. Pourquoi? Ben, c'est parce que de toute façon, en plus à cette heure, les avions sont liés à leur centre de maintenance électroniquement. Avec la technologie aujourd'hui, les centres de maintenance de chaque compagnie peuvent savoir l'état des vols en direct, puis peuvent communiquer avec leurs pilotes en direct dans les airs, même si c'est pas par radio avec les téléphones satellites et tout ça. Donc, il y a moyen de s'arranger quand même sans nécessairement avoir accès directement avec la boîte noire si, mettons, l'avion n'a pas crashé. Mais, hey, j'ai vu que tu as fait ça avec l'avion. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu ça. Ah, OK, parfait. On va t'envoyer un mécanicien, on va checker ça. OK, cool. Tu sais, à ça, avec la technologie, on est rendu là. Les avions les plus technologiques, là, je parle de la C-Series puis les nouveaux Airbus, Boeing, de ce genre. Là. Man, c'est intéressant, ça. Hey, pour vrai, man, merci beaucoup, Max, d'avoir fait ça. C'était vraiment intéressant. Plaisir. Je suis super content. J'ai appris 1 milliard d'affaires. J'espère que mes questions étaient pas trop connes. Ah non, pas tout. Il n'y a aucune question qui est trop conne. Ah, mais t'es bien fait. Surtout en aviation, on dit you never assume, because if you assume, you make an ass out of you and me. Ouais. Tu sais, fait que dans le fond, assume jamais, t'es mieux de poser une question. Puis d'avoir la réponse plutôt que de dire ah, mais je pense qu'il l'a fait. Ouais. Parce que c'est le je pense qui fuck un peu à patente, là. Ouais, puis ça met beaucoup de vie en danger, là. Ouais. Très nice. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir fait ça. Merci. Finalement, c'est un épisode qui était supposé être un rencontre avec un Patreon qui s'est transformé en Cœur Rivard pour des raisons évidentes. Je pense que personne va se plaindre parce que c'est fucking intéressant. Merci premièrement d'avoir supporté le show, là, puis en achetant ce forfait-là. C'est vraiment, vraiment apprécié. Là. Ben parfait, mais il faut que tu le rentabilises, ce show-là, Colin. Ouais, je travaille fort là-dessus pour le rentabiliser, honnêtement. Là. Je travaille fort là-dessus. J'ai hâte de voir ce que je vais être capable de faire avec ça, puis voir si je vais pouvoir amener ça plus loin, puis faire grossir mon petit bateau d'humour. Ouais. Mais bref, grâce à du monde comme toi, je suis capable d'avancer au moins. Fait que c'est pas du jet fuel que je mets, là. Moi, c'est du cash Patreon, mais c'est mon jet fuel à moi. C'est bon. Ben, c'est ça. C'est ta Red Bull, c'est correct. Exactement. Ben, merci beaucoup. En terminant, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas mentionné, que t'aimerais ben non, puis au pire, on en fera d'autres s'il faut, hein. On verra si la demande est là. Exactement. Tu sais me rejoindre, anyways. Je suis pas dur à rejoindre. Je pense pas, non. Ben, merci pour tout. Merci pour ton support. Puis merci pour l'épisode. C'était vraiment cool. Ça fait plaisir. Fait que prends soin de toi. Puis j'ai hâte qu'on se croise dans un show d'humour. Peu importe, ça va être tout au Québec. Yes, salut. Ciao, man.